Bonsoir à tous, ici Dumas Chibozo. On se retrouve pour un nouvel épisode du Codes. J'ai appris un truc il y a quelques temps déjà, que je voulais partager. C'est par rapport au jeu GTA. Ils sont en train de, enfin, ils avaient annoncé que pour la réalisation, en fait, du GTA 6, le Rockstar Game annonçait que le budget pour la réalisation du GTA 6 s'élevait à entre un milliard de dollars et 2 milliards de dollars. 1 milliard de dollars et 2 milliards de dollars. Je pense bien que GTA 5, c'était dans les environs de entre 250 et 300 millions de dollars. Mais là, GTA 6, c'est un budget colossal. À quel point c'est colossal? Le Burj Khalifa, le même Burj Khalifa, l'hôtel à Dubaï, a coûté 1,5 milliard pour sa construction. Et il faudrait relativement, en fait, le même montant pour mettre en place un jeu vidéo. La première question, c'est qui finance? Soit, c'est vrai que, voilà, on appelle ton GTA existe, ça, enfin, aussi longtemps que je me souviens, GTA existé. Ok, ils font un chiffre d'affaires, probablement, d'accord. Mais pour financer la réalisation d'un jeu à hauteur de 1 milliard, tu dois bien compter sur quelque chose, quoi. C'est hallucinant comme investissement, en fait, dans un projet de jeu. C'est ambitieux, mais bon, ils ont l'habitude de réaliser de belles choses quand même. Rockstar a toujours réalisé, en fait, un bon produit en termes de GTA. Le seul bémol, c'était pour le GTA passé où les gens se sont un peu plaints. Pourquoi? Parce qu'ils savaient remarquer qu'il y avait beaucoup comment on appelle ça, de réplication, en fait, de choses qui existaient dans le monde réel. C'est-à-dire que la plupart des décors ont été pris de la ville de Miami. Littéralement de la ville de Miami, en fait. Les alligators, même des individus, même. Au point où il y a un gars, il est tatoué partout. Il a un style particulier de tatouage, en fait. Et sur son visage est totalement tatoué. Et il est dans GTA 5. Le truc, c'est que, en fait, c'est pas lui qui est dans GTA 5. Un gars, lui, c'est pas un gars lui ressemblant. Le personnage dans GTA 5 n'existe pas. Le fait est que il y a un personnage dans GTA 5, ce n'est pas c'est un NPC, en fait. Bon, d'une certaine façon. C'est pas un personnage joueur qui a littéralement les mêmes traits physionomiques et les mêmes tatouages, tous. Quand tu prends le gars, tu vois, tu te dis c'est du copier-coller, quoi. Tu sais, c'est du copier-coller. Donc le gars, à un moment donné, je suivais ça il y a quelques années. C'est un peu vague dans mon esprit. Je pense il essayait de poursuivre Rockstar. Comme quoi, en fait, genre, c'est son image, en fait, ils ont juste copié, etc. Naturellement, pour en tirer quelque chose. Mais dans le même temps, en fait, je suivais un peu le flux d'informations à rapport avec le truc. Et soit c'est lui-même qui l'a dit, des gens qui m'ont évoqué que, en fait, le style particulier de tatouage qu'il avait, en fait, lui-même, il copiait quelqu'un. Cette fois-ci dans la vraie vie, en fait. Et ça rendait la chose ridicule, quoi. Le, le copieur copié, et qui se plaint. Bon. En dehors de ce bémol, c'est-à-dire, ça fait un peu jaser les gens, d'accord, dans la sphère du jeu. Mais en dehors de ce bémol sur GTA 5, dans l'ensemble, il y avait rien à dire, quoi. C'était juste du bon, d'accord, comme d'hab. Et donc, GTA 6, un budget de quasi 2 milliards de dollars, waouh, c'est fantastique. On verra bien ce que ça donne. C'est juste hallucinant. 2 milliards de dollars. Qui paye? Qui paye ça?
Enfin, qui paye pour ça. Anyway, le deuxième point que je veux aborder rapidement, c'est un événement plus récent, d'accord, c'est cette semaine à peu près. Elon Musk qui annonce, il se retire au fait du Doge. C'est la commission qu'ils avaient mis en place, d'abord qu'ils ont mis en place pour permettre de réduire au fait les pertes budgétaires du gouvernement américain, c'est-à-dire les fuites, réduire, fermer les, les fuites, au fait tous les circuits par lesquels au fait l'argent sortait de façon incontrôlée, réduire donc les dépenses au fait du gouvernement. C'est-à-dire ils ont fait une plutôt bonne performance, quoique ce n'était pas au profit de tout le monde. C'est une bonne performance dans l'ensemble pour le gouvernement sur le long terme, mais pas au profit de certains individus sur le court terme, surtout ceux qui travaillent dans les organismes internationaux. Parce que nous savons tous qu'avec cette vague au fait d'action est venue au fait la suspension, d'accord, de l'aide humanitaire que les États-Unis apportaient à travers l'USAID, etc. Et donc beaucoup de personnes se sont retrouvées sans activité au fait, puisque travaillant pour les différents organismes dépendant directement ou indirectement de l'USAID. Et bon, sa volonté, disons, de se retirer au fait de cette fonction, en fait, ça sonne un peu évident vu le contexte étant que dernièrement, en fait, bon, les actions en fait de Tesla ça n'allait pas trop bien. Ça n'allait pas trop bien. De mon point de vue, ce n'est pas exactement, je vais pas accuser, genre, son absence. Mais, vu que les compagnies cotées en bourse ne fonctionnent pas, beaucoup de choses vont affecter, d'accord, la valeur de l'action, d'accord. Et voilà, et le capital, en fait, sur le marché de la compagnie. Des choses, non seulement en dehors des réglementations dans le secteur, la réglementation gouvernementale, des histoires de, peu importe le schéma de trucs, que ce soit des histoires de fraude, etc. Que ce soit des trucs qui aient rapport avec le CEO de la compagnie. Que ce soit l'annonce d'un nouveau produit, beaucoup de choses vont affecter la valeur de l'action. D'accord. Au cours d'une même journée, au cours du temps. Y compris, au fait, justement, lorsque tu es un Elon Musk qui dirige à la tête de l'une des plus grosses compagnies de la planète, cotée en bourse de la planète. Les faits et gestes sont généralement, d'accord, il y a beaucoup de regards. C'est un personnage public, plus que public de toutes les façons. Mais le fait est que, voilà, sa compagnie était en train d'en prendre un coup. De mon point de vue, ce n'est pas tellement, en fait, la performance réelle. C'est-à-dire en termes des opérations, en termes d'activité, au fait, de la compagnie qui est, je pense pas que ce soit vraiment dans le problème parce que la compagnie fait ce qu'elle a à faire, quoi. Tesla fait ce qu'elle a à faire. Mais, la perception du marché, ça impacte beaucoup. C'est la responsabilité, d'accord, du CEO de tenir compte de ça, qu'il le veuille ou pas. Parce que de toute façon, voilà, c'est une responsabilité qui du siècle, qui lui est incombée. Et il doit faire ce qu'il faut, en fait, pour rester dans le bon alignement. Donc, je pense que c'est surtout ça, en fait. C'est pas, enfin, je ne dirais même pas que c'est une forme de pression, mais c'est juste un sens de responsabilité. Le plus évident. D'accord? Et il retourne donc aux affaires. Maintenant, comment est-ce que ça va se passer pour la commission si une autre personne va être mise à la place pour effectuer, pour exécuter? Enfin, c'est ce qui serait logique. On verra dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, à quoi cela va ressembler. En temps, je vais répondre à la question du jour, qui est fantastique. Comment devenir fort après un chagrin d'amour ou une rupture?
Comment devenir fort après un chagrin d'amour ou une rupture? Donc, ça, c'est une question d'homme, quoi. Les femmes ne posent pas ce genre de questions. Par contre, comment devenir fort? First things first. Première chose à faire, faire des pompes. Deuxième chose à faire, après avoir fait des pompes, faire encore plus de pompes. Faire des abdos, faire des squats, faire des pompes. La troisième chose à faire après avoir fait tout ça, revenir à la première chose à faire des pompes. Vous voulez devenir fort, il faut faire ce qu'il faut faire et qui rend fort. Parce que l'idée derrière ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Chagrin d'amour, ah, c'est costaud. Ok, no problème. Quand vous êtes quand vous venez d'avoir une rupture, vous êtes dans une position où vous avez une forme de chagrin d'amour, peu importe le nom qu'on va vouloir donner à cela. Vous aurez tendance à vous mettre dans une posture de victime, de victimisation. Mais généralement, ok, j'ai plusieurs approches. Soit je vais aller de cette façon. Il faut comprendre une chose. Vous voulez devenir plus fort. Activité physique. Devenir fort, il faudra devenir fort physiquement. D'accord? Il faudra devenir fort psychologiquement. Et il faudra devenir fort, disons, financièrement. Ce sera les trois axes sur lesquels vous devriez travailler, en fait, pour vous en sortir. Si le but est de devenir réellement fort. Et le truc, c'est que généralement, les gens vont se laisser emporter, au fait, par la situation de rupture. D'accord? Et ils vont se mettre dans des positions où ils vont se refermer sur eux-mêmes, vont éviter des contacts, vont éviter de l'action. Donc, le fait de faire des pompes faire des pompes, aller en salle de gym, faites des abdos, prenez de la masse, etc. Ça vous permet, au fait, de poser des actions, d'être productif. C'est-à-dire d'être dans un processus de création. Et parce que vous êtes dans un processus qui vous fait avancer, parce que tout ce qui est productif, tout ce qui est créatif, est un processus qui va de l'avant. Et la vie va de l'avant. Donc, le fait d'être dans le même alignement que l'existence vous permet de garder le cap. Le fait de ne pas être en mouvement ne vous fait pas stagner. Ça vous tue progressivement. Parce que justement, il y a un tas de ressentis et un tas d'attitudes au fait qui vont naître au fait du fait de ne pas être en mouvement. Et l'individu va juste se retrouver dans des positions, ce que les gens vont généralement cartographier comme une forme ou une autre de dépression, au fait, qui en réalité n'a pas vraiment de raison d'être. Quand on fait ce qui doit être fait, quand on sait ce qui doit être fait, qu'on le met en application, la première chose c'est se prendre en charge physiquement. C'est-à-dire que ce qui va créer le chagrin d'amour ou voilà, ces trucs-là liés à la rupture, au senti, c'est l'importance au fait que l'individu va donner au fait à la chose et l'énergie, l'attention que l'individu va accorder à la chose. Donc, à la suite de la rupture, l'idée c'est juste de ne pas végéter parce que apparemment tout d'un coup vous avez beaucoup de temps disponible à ne pas savoir quoi faire, etc. Et vous avez le temps etc. Alors prenez le temps là pour vous construire physiquement. Prenez le là où vous êtes, vous marchez sur un sol, faites des pompes, encore et encore. Vous êtes fatigué, respirez 2 coups, puis faites encore des pompes. Au moins, vous êtes en train de réaliser quelque chose pour vous. Parce que la première, lorsque vous sortez au fait d'une dynamique de groupe du genre, peu importe ce qui s'est passé, d'accord, dans la relation, lorsque vous sortez de la dynamique, la chose, c'est d'apprendre à vous recentrer. Si vous avez une opportunité, une occasion de vous recentrer, se recentrer, ouais, on peut se recentrer sur les choses. Ouais, de vous recentrer sur vous. On peut se recentrer sur les choses.
Ah, je perds mon latin. Et on se comprend. La chose, c'est d'apprendre à se recentrer. On va faire ça. D'accord? Et donc de ramener en fait toute l'attention que vous laissez couler à vous. Cela s'appelle s'occuper. Mais pas s'occuper de façon à faire quelque chose de pas productif. S'occuper de façon totalement productive en posant des actions qui vont avoir le plus grand bénéfice. Il n'y a pas une seule personne sur cette planète qui peut se lever et dire que voilà, que faire des pompes, c'est pas, non. C'est totalement productif, c'est totalement constructif. Ça vous permet de renforcer votre estime de vous-même et de vous détacher, au fait, d'accord, progressivement, mais sûrement, en fait, de la situation. Ce qui amène, au fait, au deuxième point. Le deuxième point qui étant, pour devenir fort, le volet psychologique. Le volet psychologique va prendre beaucoup, au fait, la dynamique émotionnelle. Parce que, généralement, les gens vont évoluer avec beaucoup d'attentes par rapport aux relations, beaucoup d'idées, beaucoup d'imaginaires, d'accord, vont nourrir les relations et encore plus d'imaginaires vont nourrir, au fait, les ruptures. Et dans cet imaginaire, il y aura tous les schémas de ce qui aurait pu être fait, ce qui aurait pu être dû, de pourquoi ci, pourquoi ça. Bref, ça devient un melting pot de quelque chose de pas productif, quelque chose où l'individu se retrouve à s'apitoyer sur son sort. Et comme le dit l'autre, à se tipatoyer sur son sort. Bon, voilà. Ne te tipatoie pas sur ton sort. Donc, le genre de schéma où l'individu se retrouve à s'apitoyer sur son sort. Et ça, c'est dans un schéma de cas. Et il y a le schéma de cas où l'individu se met dans une posture où, ok, il est prêt à tout pour, genre, c'est-à-dire s'il faut faire le tour du monde, etc., pour que, genre, la dame le récupère, en fait. À vous de situer lequel est pire des deux schémas. Anyway. Mais, la chose qui est sûre, c'est que, lorsque l'individu est dans cette position, c'est comme, et généralement, en fait, c'est le genre de truc où aucun individu, il veut, généralement, récupérer, d'accord? La personne qui est partie veut que la relation. La vie va de l'avant. It's never gonna be the same. Rien. Écoutez, ce qui est passé est passé. Ce qui est passé, il y a pas moyen de revivre ce qui est passé. À moins que vous essayez de vous torturer. À moins que vous essayez de jouer juste le jeu mental, au fait, de le revivre. En contraste avec la situation. C'est passé, c'est passé. Il n'y a pas moyen de ramener cela. Mais il y a moyen d'avancer. D'accord? Il y a moyen de s'en inspirer et d'avancer. Parce que le genre de situation où l'individu va se retrouver à vouloir, ok, récupérer son ex, etc. Ça part du fait que, généralement, les gens vont mettre beaucoup d'importance. D'accord? De l'importance, vont accorder beaucoup d'importance à l'individu et accorder beaucoup d'importance à la relation. C'est-à-dire un degré d'importance qui est totalement en déséquilibre par rapport au degré d'importance qu'ils se donnent à eux-mêmes. Qu'est-ce que j'entends par importance? Qu'est-ce que j'entends par degré d'importance? Supposons que tout de suite, vous avez votre portable là. Vous n'attendez pas forcément à ce que quelqu'un vous appelle. Mais si le portable vibre, no big deal, quoi. Vous pouvez juste l'ignorer. C'est-à-dire, de toute façon, ça n'a pas d'importance, au fait. Vous pouvez vous permettre de ne juste pas le prendre sur le coup et de vous dire, bon, tout à l'heure, je regarde, etc. Je ne parle pas de ceux qui sont tellement à la dépendance que, avant même que le portable ne vibre, ils l'ont senti vibrer. Je ne parle pas ça. Il y a ce truc-là, hein. Ça s'appelle, je crois, le syndrome du truc fantôme, du vibreur fantôme, un truc comme ça. Je pense que si on cherche, attendez, je vais revoir rapidement. J'avais vu ça il y a quelques temps. Syndrome
Le syndrome de vibration fantôme, sensation subjective, hallucination tactile, où la personne a l'impression que son téléphone vibre ou sonne alors qu'il ne le fait pas. Bon, bien évidemment, je ne parle pas de ce genre de schéma en fait, où soit la personne va avoir ce truc-là et elle va chercher à prendre le portable, etc. Non, je parle juste au fait de ce genre de schéma où, ok, le téléphone a sonné, ou il a vibré, ou c'est un message qui est venu, et vous êtes juste zen là à côté. Il y a un degré d'importance qui est plutôt bas, sur une échelle de 0 à 10. C'est peut-être 1. D'accord? 0 ou 1. Et puis, vous avez une deuxième situation où vous voyez les 2 milliards de budget que Rockstar veut utiliser pour produire, pour réaliser GTA 6. Quelqu'un doit vous appeler et vous devez recevoir les 2 milliards là. C'est l'appel. C'est l'appel. L apostrophe A avec grand A. C'est l'appel. Il faut décrocher. Même si le portable de votre voisin sonne, vous regardez votre portable. Sur une échelle de 1 à 10, c'est un degré d'importance 11. C'est un degré d'importance 11. J'ai juste donné cet exemple pour illustrer ce que j'entends par degré d'importance. C'est-à-dire le même truc, portable vibre, soit c'est rien, ou soit c'est comme si votre monde en dépendait. Donc généralement, pour revenir à la situation, les relations, généralement les gens vont accorder un trop grand degré d'importance. Il y aura une inflation en fait du degré d'importance, ce qui fait que lorsque ce qui a fait déjà en fait la façon dont ils évoluent dans la relation et qui probablement influence beaucoup la façon dont ou la raison pour laquelle la relation en elle s'arrête, qu'ils en soient conscients ou pas. C'est-à-dire que si ils accordent la bonne importance, c'est-à-dire le bon degré d'importance, ni plus ni moins, ou plus ou moins un écart type relativement faible, d'accord, à la relation, c'est-à-dire ce qui lui est dû, généralement ils vivront une relation saine. Et même après, en cas de rupture, je vais prendre le cas de la rupture plutôt que celle de chagrin, etc. Celui qui a un chagrin va se retrouver, ce que je dis de toute façon. En cas de rupture, la relation vaut ce qu'elle vaut. Et c'est ok. Et on trouve le moyen d'avancer. Ok, ça fait mal. Ouais. Un jour. Et puis, la personne continue d'avancer. En fait, ça n'a même pas le temps de faire un jour. Parce que on trouve le moyen de faire des pompes, quoi. Donc, c'est un peu ça. Et donc, dans ce schéma de choses, ce qui fait, généralement, les gens vont accorder un haut degré d'importance à la personne, à la relation. Ils voudront que les choses redeviennent comme avant. Ils voudront réarranger ce qu'ils savent, pas forcément bien pour eux, mais juste parce qu'ils sont dans une position de needy, de besoin, de commander, au fait. D'accord? Ils estiment que c'est comme si leur monde arrêtait d'être, au fait. Comme si leur monde se limitait à ça. En dehors de ça, ils n'arrivent pas à se projeter plus loin. C'est totalement dommage comme situation dans laquelle se retrouver. Et encore une fois, c'est une situation dans laquelle les gens se retrouvent volontairement. Parce que ce n'est pas la rupture en elle-même qui fait la situation, c'est l'état psychologique dans lequel l'individu choisit de rester. Pas dans lequel il choisit d'être, mais dans lequel il choisit de rester. Qui va, en fait, être responsable de ce truc-là. Et l'autre chose, c'est que l'inflation, en fait, de l'importance, je ne parle pas de la valeur de la relation, mais de l'importance que l'individu donne à la relation et de l'importance que l'individu donne à la fille en face. En fait, généralement, ce genre d'individu va mettre la femme là, en fait, sur un piédestal. Ce qui fait que, pour lui, éventuellement, pour que les choses soient bien dans sa vie, il faut que cette femme-là, et parce que
justement, la situation est telle que la femme là n'est plus là. C'est comme si son monde s'écroulait. Psychologiquement, ce n'est juste pas soutenable. Ce ne serait soutenable pour personne, à moins de décider au fait d'arrêter de jouer ce jeu ridicule, au fait d'importance, d'inflation de l'importance, non seulement de la relation passée, de la personne qui est partie, tout simplement, et de faire redescendre la personne du piédestal sur lequel l'on a décidé volontairement, en fait, de la mettre, en fait. Non, celle-ci, elle est comme ceci, tout ça. So what? So what? Mais c'est ce que tu avais dit pour la précédente. Non, celle-ci, elle est différente, etc. Ok. Elles sont toutes différentes. Mais tu dis toujours la même chose. Donc, comprendre que ramener les choses, d'accord, là où les choses doivent être. Et pendant que vous faites vos pompes, ça vous donne l'opportunité au fait de la douleur physique vous oblige à rester dans l'instant présent. C'est un truc que j'avais manqué d'évoquer lorsque je parlais des pompes, d'accord, si vous voulez devenir fort physiquement. C'est que la douleur physique, lorsque vous êtes en train de faire ces activités-là, vous oblige à rester là, dans l'instant. Pas à divaguer, genre vous tournez le pouce et à retourner dans un passé qui n'est plus, à imaginer des trucs qui, voilà, etc. La douleur vous oblige à rester dans l'instant. Et parce que ça vous oblige à rester dans l'instant, votre corps vous sert d'ancrage pour l'instant présent. De toute façon, dans toutes les situations, notre corps nous sert d'ancrage pour l'instant présent. Mais c'est d'autant plus vrai lorsque vous allez faire un effort physique, lorsque vous êtes en train, vous avez de la douleur. La douleur vous oblige à vous réveiller. Même si vous êtes déjà éveillé, ça vous oblige à vous réveiller, à être présent. Donc à ne pas divaguer mentalement, à rester présent. Donc à ramener l'attention sur vous-même, à renforcer donc l'attention de vous-même dans l'instant présent. Ce qui donne encore une plus grande amplitude, ce qui donne encore une plus grande envergure, au fait, au processus productif, au fait. Ça rend la chose encore plus productive. Ce n'est plus juste, ok, je fais des pompes, etc. Non, ça vous travaille physiquement et ça vous travaille mentalement. C'est pour ça que fait la transition est aisée, et justement, en fait, dans la progression, en fait, de mon développement était celle psychologique. Ou, en réduisant l'importance que l'on donne à la situation, c'est limite la banaliser, ou tout au moins, accepter que bon, voilà, ok, c'est arrivé, et que bon, vous êtes bien là, quoi. D'accord? Et s'axer sur soi. Et casser, au fait, l'importance que l'on accorde à la personne qui est partie. Il n'y a aucun schéma où l'on essaie de faire revenir qui que ce soit. Just forget it. Concentrez-vous sur vous. Ça me rappelle un truc là. Il y a une vidéo qui a circulé sur le net pendant un bon moment. Je pense que c'est un Guinéen. Et il a eu une rupture amoureuse. Le malheur pour lui, c'est que c'est un artiste. Bon, quand il dit artiste, je ne sais pas c'est quoi son envergure en termes de carrière, d'accord? Mais je sais que, enfin, dans la vidéo, il était dans un studio, donc au moins là, c'est un studio. Donc, toute personne qui a acheté un studio, un artiste, sous une forme ou sous une autre, d'accord? Artiste, chanteur, quoi. D'accord? De ce artiste chanteur. Toute forme d'art fait de son exécutant un artiste. Je suis un artiste, mais pas chanteur. D'accord? Et donc, tu le vois dans le studio, il est debout, il met le casque, il est devant le truc, il pleure. Et tu entends, Bintae! En pleurant, oh Binta! Oh Bintae! Bon, moi je ris, je souris, mais lui pleurait en fait. C'était à voir. J'avais pas de raison d'être triste pour lui. C'était juste ridicule en fait. J'ai un peu ri et puis voilà. Binta l'a marqué. Binta a fait de lui une star. En fait, tout, je ne sais pas, en fait, quel genre d'artiste il est, si c'est le genre à faire
des tests super courts, genre des rimes, des phrases super courtes pour ces rythmes. Mais tout le test, au fait, de, du son là, c'est Binta. Il y avait rien d'autre. Binta, Binta, Binta. Il y avait pas de voiture, Binta, quasi, c'est Binta, 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 Binta. Oh, purée. Oh, c'est quelle planète? C'était juste du délire, au fait. D'accord? C'était juste du délire. Hop. Le gars, il était blessé. C'est un blessé de guerre. Il s'était foulé. Oh, la vie est belle. Au moins, il y a un studio. Au moins, il y a un studio. Donc, on comprend bien qu'au fait, ne pas se, ne pas prendre la responsabilité de soi et réduire l'inflation, d'accord, que, en termes de valeur que l'on accorde à l'individu, va créer des scénarios de Binta, d'accord. Désolé à toutes les Binta de la planète. Bon, l'une d'entre vous a merdé, quoi. Oh, my holiness. Donc, oh, le son là, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Voilà. Psychologiquement, il faut juste se prendre en charge. D'accord? Vous n'avez que vous. Et la vérité, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a pas à se convaincre. L'idée n'est pas de se convaincre que la personne était mauvaise, et se convaincre que si, oubliez même tout ce que vous auriez pu faire, oubliez ce que vous avez mal fait, etc. Oubliez tout cela. Ok. Certaines personnes, dans leur processus de, voilà, de rétablissement vont éventuellement être dans ce schéma-là, en fait, de penser à tout ça. Ça peut sembler un mode, le default mode, quoi, le mode par défaut, c'est-à-dire, dès que vous êtes dans cette situation, vous pensez systématiquement, ok, qu'est-ce que vous pouvez faire, etc. Avec beaucoup de plaintes, beaucoup de ressentiments, beaucoup de, d'accord, de tristesse, etc. Et de la mélancolie, de la dépression, etc. Ne vous encombrez pas de tout ça. Faites un truc simple. Renforcez l'estime de vous-même. Recentrez-vous sur vous. Et comprenez à cette que vous avez de la valeur. Généralement, là où les gens n'arrivent pas à le faire, c'est lorsqu'ils se disent que, ok, ouais, mais que la personne est quand même plus là, etc. Et donc, c'est comme si leur valeur est toujours quand même conditionnée, en fait, par la personne. C'est-à-dire que peu importe la valeur que tu leur donnes, ils trouvent toujours le moyen de mettre la personne au-dessus. Et c'est pour cela que ça ne marche pas, en fait. C'est-à-dire que c'est comme que l'individu se dit, ok, il a un 10. Il va trop dire que la fille, là, c'était une 15. D'accord. Maintenant, ok, on dit, ok, taffe sur toi. Estime de soi. D'accord. Il taffe sur lui, estime de lui. Il a dit 15, hein, pour la fille. Il a dit 10 pour lui. Taffe sur lui. Estime de soi, tout et tout. D'accord. On se retrouve au bout de 2 mois, 3 mois. Il s'évalue à 50. Non, c'est du gagné. Non, c'est pas gagné. Maintenant, la fille a 99. Elle a pété tous les scores. Elle a 99. Oh non, putain. Donc, c'est juste ridicule. C'est juste ridicule. Donc, il faut comprendre une chose. En temps normal, c'est-à-dire que si l'individu observait de plus près, il se rendrait juste compte que, ok, éventuellement, elle n'est même pas ce 15 là, c'est peut-être un 4. Ça, peut-être que ça a toujours été un 4. Et c'est parce qu'il manquait tellement d'estime de lui-même que, dans le contexte de la relation déjà même, il trouvait que c'était déjà, un 15. Tu vois. Et peut-être qu'il n'a même pas une idée réelle au fait de sa propre, en fait, il n'a jamais une idée réelle éventuellement de sa propre valeur, etc. Et même s'il a, c'est parce que enfin, oui, il pourrait l'avoir, mais ça n'a tellement pas d'importance parce que de toute façon, peu importe qu'il est ou pas, pour lui, elle est sur un piédestal. D'accord? Donc, l'idée, c'est de ramener le truc. Voilà, écoutez,
Il faut mettre les choses à leur place, quoi. Et se concentrer sur soi. D'accord? Ça ne veut pas dire que l'individu est moins, la femme en face, elle est moins en thème. Mais je parle d'importance. Il y a personne dans votre vie. Est-ce que je dis est valable que ce soit pour les hommes ou pour les femmes? Il y a personne dans votre vie. Et s'il vous plaît, il faut quand même prendre ça avec pincette. D'accord? On se connaît. Il y a personne dans votre vie qui soit plus important que vous, pour vous. Il y a personne à mettre au-dessus de vous. Être souverain, ou comprendre que l'on est souverain, c'est comprendre que dans cette vie, il n'y a personne qui soit au-dessus de vous. Vous pouvez avoir un patron au boulot, quelqu'un peut avoir plus d'argent que vous, quelqu'un peut avoir plus de ci que vous, mais il n'est pas au-dessus de vous dans votre vie. Vous êtes le baromètre. Vous êtes l'unité de mesure dans votre vie, c'est vous, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est valable pour les hommes, c'est valable pour les femmes. Mais vu que je suis en train de répondre à éventuellement un homme, sûrement un homme, comprendre donc que depuis le début, il y a effectivement donc aucune raison en fait de mettre la personne au-dessus de vous. Peu importe comment vous allez tourner ça, sa valeur telle qu'elle est, mais pas plus. Et en réduisant l'importance, c'est-à-dire en ramenant cela dans même dans la dimension même du banal, puisque de toute façon, la relation n'est plus, et la personne n'est plus dans votre existence, en tout cas, plus d'un point de vue relationnel, en tout cas, le genre de relation que vous voulez. D'accord? Donc, il n'y a aucune raison, en fait, de maintenir un haut degré d'importance, au fait, de cette personne. Si vous pouvez même ramener ça à zéro, c'est tant mieux. Parce que de toute façon, garder cela haut n'a aucune forme de valeur pour vous. Et c'est pas le fait que vous gardez cela haut qui ferait revenir la personne. Et vous ne voulez pas que la personne revienne. Vous ne voulez pas que la personne revienne. Ça marche pour certains. Ça marche pas pour tout le monde. D'accord. Et donc, ramener cela à zéro. Et ça vous donne l'opportunité de vous ouvrir au monde de toutes les façons. Et cela vous permet ainsi donc d'asseoir mentalement un bon état d'esprit. Parce que maintenant, vous avez trouvé le moyen de renforcer votre estime de vous-même et de réduire, au fait, le degré d'importance, au fait, de la situation. C'est-à-dire, j'ai donné un bon exemple tout à l'heure pour ce que j'entends par degré d'importance. C'est-à-dire, ok, avant, la situation en elle-même, la rupture nous a fait mal, maintenant, c'est plus rien. Oh, la relation, c'était une relation magnifique, mais bon, c'est juste une relation, vous en aurez plein d'autres, etc. On va jouer comme ça, comme le président Trump, hein. On parle, on écarte, on parle, donc c'est un peu cela. Et le troisième point, maintenant, parce que vous êtes dans une position qui, vous pouvez compter vraiment sur vous-même. Le troisième point va se faire plus aisément. Faites-vous du cash. Faites-vous du super cash. Et quand vous en aurez assez, faites-vous-en encore plus. Il n'y a pas de plafond. Faites-vous-en encore plus, autant que possible. Légalement, éthiquement et moralement. D'accord? C'est ma recommandation. Généralement, le légal, on arrive à le tenir. Généralement, les gens ne veulent pas de point de vue légal, mais pour des raisons, le point éthique et le point moral, bon, à chacun son éthique, à chacun sa morale. Je préfère le dire comme ça, puisque c'est discutable, en fait, mais le légal, au moins, on s'entend tous dessus. Donc, faites-vous du cash. Faites-vous encore et encore. Et éventuellement, la vie vous présentera, en fait, vous allez retrouver naturellement avec beaucoup plus d'options que vous n'avez jamais eues. Ça me rappelle ce spectacle-là de Gad Elmaleh. Il y a plus de 10 ans déjà que j'ai suivi le spectacle. C'est un très vieux spectacle où il racontait un truc et il disait genre que souvent on dit que
à la suite, après une relation, après une rupture, que non, ne te fais pas une de perdue, 10 de retrouvée. Et que lui, il s'est jamais levé après une rupture, qu'il est allé au balcon de chez, enfin, quelqu'un a sonné. Il a entendu, on a sonné chez lui, il va au balcon et il voit 10 filles, 10 femmes alignées. Il leur demande, mais qui êtes-vous? Et elle dit, nous sommes les 10 de, quoi? Nous sommes les 10 de retrouvés. Une rupture, tu vas, tu as une gomme, tu vas au balcon. Qui êtes-vous? Nous sommes les 10 de retrouvés. Comme il n'a jamais vu ça, qui a créé cet adage-là? D'accord. Donc, une de perdue, 10 de retrouvés, c'est ce que dit le dicton. Pas un adage, le dicton. Et voilà. Fonctionner suivant ce principe. L'idée, c'est juste que les options. J'ai retrouvé encore plus d'options, éventuellement. Parce que vous autres, le moyen de vous mettre sur pied, physiquement, de vous mettre sur pied, psychologiquement, et de vous mettre sur pied, financièrement, ce sont les trois axes, au fait, qui vont vraiment définir le degré de performance, au fait, d'un homme dans la société. Et bon, c'est pas juste les trois. J'ai oublié, au fait, d'ajouter le relationnel, au fait. D'accord? Le relationnel. Mais, d'un point de vue en rapport avec lui-même, des choses qui ne dépendent pas, en fait, de son, je vais dire, c'est-à-dire que les autres choses vont découler de ces trois points. D'accord? Le travail qu'il fait sur lui-même, le travail qu'il fait sur sa psychologie, et tout ce qu'il va faire, en fait, pour se faire plus de place vont dessiner, en fait, les différents axes. C'est les trois majeurs, les trois piliers majeurs. Bon, le relationnel, la carrière, etc. Tout ça va naître de ça, la santé. L'impact sur sa santé, son bien-être, etc. Vont tous découler de ça. La qualité de ses interactions, sa spiritualité, parce que nous travaillons, après, ce sont des signes de soi, etc. etc. On se suit un peu. Donc, éventuellement, se prendre en charge, devenir fort, pour renforcer chacun de ces trois piliers, font faire de vous, en fait, un homme fort, un homme qui aura pas survécu à une rupture amoureuse ou à un chagrin d'amour, etc. Un homme qui est en plein accomplissement, qui est un aventurier, au fait, de l'existence, qui aura vécu, au fait, quelques déboires, qui aura vécu, au fait, c'est une aventure. C'est une aventure dans votre existence. Et vous en aurez plein d'autres. Je parle d'aventure, je parle pas de, ok, commencer un truc et puis une relation qui s'arrête, non. Je parle d'expérience, c'est-à-dire de trucs que vous allez vivre. Et certaines choses vont vous accompagner le reste de votre vie, d'autres juste pas. Et vous continuez d'avancer comme un bon aventurier. D'accord? Avec l'enthousiasme que demande la vie. Et la première preuve d'enthousiasme, c'est de l'amour et de l'attention que vous donnez à vous-même. Cette choix, en fait, que vous avez donné spontanément à, peu importe, en fait, ce que vous avez traversé, à décider de travailler sur vous-même. Et c'est une grande preuve d'amour. Et une plus grande preuve d'amour que vous auriez reçue, au fait, de la personne qui vous aura quitté. Et c'est totalement légitime que vous soyez la première personne à vous donner autant. Parce que, posez-vous la question, si vous n'êtes pas capable, en fait, de vous donner ce minimum requis, c'est-à-dire, il n'y a pas plus minimum que ça. Vous bâtir physiquement, vous bâtir psychologiquement, vous bâtir financièrement. Si vous n'êtes pas prêt à vous offrir cela, pourquoi est-ce que la personne qui est partie voudrait rester avec vous? Pourquoi voudrait-elle vous confier sa vie? Pourquoi voudrait-elle vous donner de son temps? Pourquoi voudrait-elle? Bâtissez-vous physiquement, psychologiquement et financièrement et vous devenez d'une façon ou d'une autre une forme d'aimant, en fait, pour tout ce que la vie a de plus agréable à apporter. Bien évidemment, pour certaines personnes, cela prendra peut-être plus de temps que pour d'autres à se réaliser, à ce que certaines choses se mettent en place. Mais le fait est que la preuve que c'est possible
en faisant ce qui doit être fait est réel. La preuve que c'est possible sans remplir les 3 critères est discutable. C'est possible, hein. Il y a plein de gens comme ça, en fait, que physiquement, ça, pas une shape. Psychologiquement, c'est le bordel. Financièrement, n'en parlons plus. Mais bon, ils ont, etc. Je suis d'accord. La question est de savoir ce que vous voulez vraiment pour vous. Et comprenez que si vous tenez tant à ce que dans votre vie, les choses soient de haute qualité, travaillez sur vous. Soyez le meilleur produit de qualité, en fait, sur le marché. Soyez juste le meilleur produit de qualité sur le marché. Du mieux que vous pouvez, autant que vous pouvez. Et comprenons aussi que lorsque vous êtes lorsqu'on est dans cette dynamique, il y a pas le temps, en fait, de se morfondre, de se plaindre, de se morfondre, etc. Parce que pour se replier sur soi, être dans la plainte, etc., c'est que vous vous ennuyez tellement. Et cela reflète un manque d'ambition, un manque de vision, un manque de projection. Parce que, évidemment, généralement, ce genre d'individu va concevoir peut-être que les choses ne sont plus juste peut-être comme avant, que les choses ne sont plus possibles parce que l'autre a quitté, etc. Encore une fois, il n'y a aucune raison de penser cela. Et c'est totalement faux. C'est tellement faux que c'en est aberrant, en fait. C'est une vraie aberration en termes de concept. De toute façon, vous vivez jour après jour. Vous êtes, le fait que vous avez même le temps de vous plaindre, la preuve que vous n'avez même pas besoin de cette personne pour vous plaindre. Et pour faire quoi que ce soit de l'autre façon de votre vie. Et la balade est dans votre vie. Alors, donnez-vous de l'amour. Donnez-vous du respect. Donnez-vous de l'appréciation. Ayez une plus grande, une plus haute estime de vous-même. Faites de vous le meilleur produit possible devant le monde, devant les hommes, et devant le ciel, et devant la terre. Soyez la meilleure version de vous-même, tout court, et continuez d'avancer. Restez fort, soyez fort. Sur ce, je vous dis bonsoir.